Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. Je vais me situer à un tout autre niveau, quoique vous le verrez, les choses dont je vais vous parler aujourd'hui sont très en connexion, je pense, avec ce que vient de vous dire Benoît. J'ai pour ma part, donc Laurence l'a dit, travaillé beaucoup sur la vie telle qu'elle s'est réorganisée, réagencée après la catastrophe de Fukushima. Mais en fait, je vais aujourd'hui partir d'une rencontre qui marque beaucoup le début du travail que j'ai mené donc, depuis 2012 dans la préfecture de Fukushima. Mais en fait, je ne vais pas vous parler directement aujourd'hui de cette triple catastrophe qui a eu lieu donc, le 11 mars 2011. Pas directement, en tout cas. Et en même temps, ce dont je vais parler détermine en grande partie la consistance de la vie telle qu'elle s'est réorganisée dans les années qui ont suivi la catastrophe. La rencontre en question a lieu à Hiroshima à l'automne 2012. Je reviens à ce moment-là pour la première fois au Japon après la catastrophe. Il se trouve que je travaille sur le Japon depuis plus longtemps que ça. Mais là, c'est mon retour au Japon après que cet événement a eu lieu. Et comme beaucoup de personnes, en fait, je me suis retrouvée d'abord spontanément à associer les deux événements de Hiroshima et de Fukushima. Et il y a beaucoup de bonnes raisons, finalement, d'associer ces deux événements historiques. D'autres des historiens l'ont fait. Par exemple, Michael Lueken écrit que la manière dont on se situe par rapport à la Seconde Guerre mondiale a été depuis 60 ans l'un des enjeux majeurs de la politique et de la culture japonaise. Par exemple, dans les nombreux propos qui apparentent la situation à Fukushima à un temps de guerre, le motif de l'explosion atomique et de la dévastation est commun aux deux événements également et se dit souvent dans des termes similaires. Un autre sociologue, historien du Japon, a également tissé un même motif entre Fukushima et Hiroshima comme la nouvelle guerre totale, Fukushima comme la nouvelle guerre totale. Et on parle aussi de Fukushima comme la troisième grande défaite au Japon. La première aurait été l'irruption brutale des canonnières occidentales dans l'archipel de 1853, qui a forcé le Japon à s'ouvrir. La deuxième grande défaite aurait été celle de 1945, et la troisième aurait été Fukushima. Et donc, voilà, cet épisode-là commence à Hiroshima, où je retourne, en fait, c'est ma seconde visite, d'abord au mémorial de la paix, mais ce n'est pas de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il se trouve qu'en 2012, j'ai aussi réservé, préalablement à mon séjour au Japon, j'ai fait une demande pour visiter la RERF, Radiation Effects Research Foundation, donc la fondation de recherche sur les effets des radiations, qui est installée sur les hauteurs de Hiroshima. On m'invite, je suis accueillie par une personne qui va me servir de guide tout le long de ma visite et qui commence par m'installer dans une salle où elle me pose devant un écran et diffuser un film promotionnel, enfin je veux dire de présentation du centre de recherche en question. Et donc dans ce film de présentation, je verrai que ce centre de recherche, RERF, s'appelait avant ABCC, Atomic Bomb Casualty Commission, jusqu'en 1975, après qu'ait été avéré, donc c'est le même institut de recherche a changé de nom, après qu'ait été avérée la participation à cette ABCC de membres japonais ayant appartenu à l'unité 731, unité malheureusement connue pour ses essais bactériologiques ou chimiques sur des cobayes humains et ses vivisections pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était bien de changer de nom, au moins. Je verrai aussi dans ce film promotionnel, de présentation je veux dire, que le RERF est doté d'un conseil scientifique, donc c'est une instance experte. Je verrai qu'il a passé des accords de collaboration avec des universités de Hiroshima et de Nagasaki, qu'il tient chaque année au mois d'août une open house afin de partager des expériences avec le monde entier.
J'entendrai que depuis Tchernobyl, l'intérêt pour les effets de la radioactivité sur la santé a augmenté et que le RERF, justement, reçoit des stagiaires qui viennent de l'étranger, par exemple après Tchernobyl, pour se former et apprendre comment gérer les effets de la radioactivité sur la santé. Le RERF délivre une aide médicale et développe des recherches sur les effets médicaux au long terme de la radioactivité en cas d'accident. Il est donc d'une certaine façon une cellule de crise prête à l'intervention et qui capitalise en même temps les expériences et les connaissances au fil des accidents nucléaires. Et de fait, c'est entre autres au RERF qu'on doit la calibration et l'installation de systèmes de monitoring fixes, que je verrai plus tard en allant dans la préfecture de Fukushima, aux abords, donc stations de monitoring qui sont installées aux abords des carrefours routiers, des gares, des bâtiments administratifs et qui sont censés donner une information, faire un état des lieux pour les populations restées vivre dans ces environnements contaminés. Donc je suis guidée ensuite par toujours la même jeune femme qui va me promener dans les couloirs de ce centre et les différents départements de la Fondation, où sont très efficacement, c'est un centre de recherche, mais aussi c'est un centre de recherche très très visité, aussi par des scolaires, et donc tout est fait pour que le savoir soit transparent. Et donc sur chacun des couloirs, les murs des couloirs sont affichés près des portes d'entrée qui sont, elles, restées closes, des feuilles qui sont mises à disposition. On peut repartir avec toute une série de documentations qui explique donc ce qu'on ne verra pas. Ça explique ce qu'on fait au département des études cliniques, ce qu'on fait au département d'épidémiologie, au département de statistique, au département de génétique, au département de radiobiologie, etc., etc. La dernière porte du dernier couloir montre une feuille intitulée « Transporter et communiquer les risques estimés à ceux qui sont exposés à Fukushima ». Et c'est la première occurrence tout au long de cette visite entre ce que je suis en train de voir, ce que je viens de voir, ce que je viens de comprendre de ce centre de recherche et la catastrophe telle qu'elle a eu lieu à Fukushima. Et la feuille en question, cette feuille qui récapitule donc qui s'intéresse aux moyens de communication des risques, de l'estimation des risques en situation contaminée, me fait comprendre que ce service est effectivement dévolu au contrôle radiologique de la préfecture de Fukushima depuis la catastrophe, qui a accidenté malencontreusement une de ses centrales. Et tandis que ma guide s'apprête à me commenter le très dense poster et me donne une feuille sur laquelle elle a résumé pour elle-même l'affaire en quelques points, un homme s'approche qui a visiblement entendu parler de ma visite. On se salue, je lui explique ce pourquoi je suis venue et je suis très chanceuse parce qu'il s'agit d'un expert américain, un scientifique américain nommé Evan Doppel, qui est justement l'un des auteurs du poster que je suis en train de regarder et que je suis en train d'essayer de comprendre. Et c'est cette rencontre-là, pour moi, qui est cruciale. Doppel m'explique que plusieurs scientifiques au RERF sont membres d'un cabinet pour le comité pour Fukushima. Il m'explique que ce qui est important et qui joue un très grand rôle pour comprendre la différence entre ce qui s'est passé à Fukushima et ce qui s'est passé à Hiroshima, c'est la manière dont la radioactivité s'est diffusée. Il m'explique encore que dans le cas de Hiroshima, il s'agit de doses extrêmement élevées, générées en 1 seconde, alors que dans le cas de Fukushima, les effets de la radioactivité seront moins élevés parce que la dose, même si elle est forte, est générée sur un temps plus long et de manière plus diffuse. Il m'explique aussi que le RERF a donc équipé la région de Fukushima de box counters, des dispositifs qui sont normalement utilisés en laboratoire et qui ont été mis à disposition des habitants en extérieur. Il m'explique que pour l'instant, on ne peut pas mesurer les effets de la radioactivité à Fukushima sur la santé. Je vous rappelle qu'on est en 2012. Que des scanners de la thyroïde ont été réalisés, mais que c'est encore trop tôt et qu'on ne verra pas d'effet avant 5 années au moins.
Il m'explique encore que le lien le plus sûr entre les différents accidents nucléaires, ce sont les effets psychologiques. Dans le cas de Fukushima, poursuit-il, on a le tsunami, le tremblement de terre et les radiations. Tout cela, m'explique-t-il, contribue à générer des maladies psychologiques. Pour mesurer celles-ci, on dispose également d'instruments comme les questionnaires, dit-il. Mais ce qui renforce encore ces effets, c'est la méconnaissance que l'on a des effets du nucléaire. Nos sociétés, et en particulier le Japon, continue-t-il, il faut voir Godzilla, dit-il, sont pleines de messages et d'images qui perpétuent la peur, notamment la peur des radiations et des mutations. C'est pourquoi il est tellement essentiel, suivant Doppel, de communiquer. Et à titre d'exemple, Doppel rappelle le malheureux épisode qui avait à ce moment-là défrayé la chronique à la suite d'un match de football, lors duquel un gardien de but japonais avait tellement excellé que la presse lui avait rajouté plein de bras. Et quelqu'un avait eu, et je le rappelle qu'il s'agit d'un présentateur de télévision français, Laurent Ruquier, cette parole tellement déplacée, c'est l'effet Fukushima. Doppel dit « Cette peur des mutations continue. Elle est très prégnante. » Et le doigt sur l'un des diagrammes qui illustre son poster, il m'explique que la première génération, née de parents exposés, ne montre aucun effet. Ce résultat va contre la croyance perpétuée dans le public que les effets de la contamination seraient transmissibles. D'autre part, dit Doppel, le doigt à présent sur un diagramme, sur un échantillon de 100 personnes, 30 auront probablement développé un cancer dans 30 ans à Fukushima, mais rien ne pourra prouver que ces cancers-ci sont liés à la catastrophe nucléaire et ces effets-là se perdront dans les background cancers. Il dit qu'on ne peut pas prouver la rareté de ces cancers. Il dit qu'on ne peut pas trouver de marqueurs pour les cancers qui surviendront à Fukushima. Il dit encore, nous devons préparer les gens à comprendre les effets de la radioactivité. Les gens veulent zéro risque, mais on ne peut pas leur donner zéro risque dans un monde dirigé par la technologie. Donc si je comprends bien, avec cette rencontre de ce que me dit Doppel, compte tenu de cette donnée, nous vivons dans un monde technologique, autant se préparer en comprenant au fait que le risque zéro n'existe pas et qu'il n'est pourtant pas forcément là où on se le figure. Nous parvenons, je le sens, à la fin du temps que Doppel a décidé de m'accorder et il conclut son propos en mettant en avant le travail de conservation accompli au RERF, qui fait de la Fondation le projet bionational le plus long jamais développé dans l'humanité. Depuis presque de 70 ans, dit-il très fièrement, des cellules sanguines sont congelées au RERF à Hiroshima. On a une banque d'échantillons qui constitue une ressource formidable. We can go back to the blood samples anytime. Donc on peut retourner à l'origine des cellules sanguines à n'importe quel moment. Et les échantillons de sang sont tellement précieux qu'ils ont été dupliqués à Hiroshima et à Nagasaki. En cas de typhon, me dit-il, sans sourciller, sans sourire, ou de tremblement de terre, il est quand même très peu probable qu'une catastrophe atteigne les deux villes de Hiroshima et de Nagasaki en même temps. Moi, je me dis quand même, quelle ironie, au vu de l'histoire. Cette rencontre, pour moi, est énorme et je sors très troublée de cette rencontre. Lorsque des années plus tard, je reprends mes notes et me plonge à nouveau dans le poster en question, je me rends compte que l'ironie, justement, constitue précisément son entrée en matière. En ouverture, le poster commence par poser en quelques points donnés pour significatifs le cadre à l'intérieur duquel comprendre la comparaison entre Hiroshima et Fukushima. Le texte écrit donc commence ainsi, par une coïncidence ironique. Le deuxième plus grand accident de centrale nucléaire au monde s'est produit au Japon, dont la population contribue déjà aux études sur les effets de rayonnement sur la santé humaine.
Sur la base des études de suivi qu'elle a menées auprès des survivants de la bombe atomique, le RERF a fourni une estimation des risques aux autorités compétentes à l'international, auxquelles elle a prodigué des conseils relatifs à la normalisation en matière de radioprotection. Donc, normalisation de la radioprotection basée sur l'expertise acquise lors d'un bombardement nucléaire. Cependant, continue le poster, traduire et communiquer ces estimations de risque à Fukushima et pour la contamination radioactive due à un accident de centrale nucléaire et donc non à une bombe constitue un défi tant du point de vue technique que subjectif. Les expositions à la bombe A représentent le pire des scénarios. Elles sont le résultat de gamma et de neutrons à haute énergie provenant principalement d'une source connue et délivrée en quelques secondes, généralement à tous les organes. Les estimations préliminaires des expositions externes à Fukushima montrent quant à elles qu'elles s'étendent sur une longue période, sont sujettes à de grandes incertitudes et comprennent des sources internes provenant de radionucléides ingérés ou inhalés. Et le poster s'interroge, comment communiquer au mieux le fait que de faibles doses et de grandes incertitudes peuvent rendre difficile la détection des effets sur la santé des près de 2 millions de personnes de la préfecture de Fukushima. Et l'article propose plusieurs approches effectives, telles celles qui consistent à opérer une distinction entre risque zéro, risque sûr et risque acceptable. Celle qui consiste à avoir des risques comparables, ou, autre approche, celle encore qui vise à mettre l'accent sur l'impact du mode de vie. Et l'article identifie certains pièges à éviter, comme les titres médiatiques à sensation. Les responsables gouvernementaux, les médias et les scientifiques doivent travailler de concert pour atténuer, est-il expliqué, l'anxiété et la peur qui risquent de provoquer des réactions psychologiques similaires à celles qui avaient été observées à la suite d'autres accidents nucléaires au Japon. Alors, que comprendre de tout ça ? D'une part, qu'il est bien permis de comparer Hiroshima et Fukushima et que cette comparaison est propre à qualifier ce qui s'est passé à Fukushima et à lui donner certains de ses contours. Dans les propos de Doppel, et comme dans le poster dont il est l'un des auteurs, le rapprochement est permis par une juxtaposition historique. Il se trouve, c'est une coïncidence ironique, que le pays qui a connu la bombe A est aussi le pays qui a connu une catastrophe nucléaire civile de grande ampleur. Et cette juxtaposition vaut tout à la fois donc pour coïncidence ironique et pour sorte de félicité pratique. Le Japon est déjà équipé pour penser ce qui arrive à des personnes quand elles sont touchées par la radioactivité. Et la population a déjà contribué, a déjà été mise au travail pour des études sur les effets des rayonnements sur la santé humaine. C'est comme une aubaine. Pour le reste, ce à quoi procèdent Doppel et ses collègues, dans le poster comme dans les propos, c'est au contraire de dissocier fondamentalement les deux événements de Hiroshima et de Fukushima au motif qu'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. L'explosion de la bombe A relèverait d'un régime spécial, un régime du pire, a worst case scenario, en l'occurrence, dont toutes les propriétés sont connues. En revanche, l'accident de la centrale de Fukushima Daiichi construit une situation trouble, incertaine, équivoque, pour laquelle l'enjeu principal devient, selon les auteurs, d'être clairement communiqué. Et d'autre part, on comprend aussi qu'a malheureusement pris racine, à la suite des explosions atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, une anxiété. Elle est décrite par les auteurs comme une faiblesse psychologique, qui font tout confondre, et notamment attribuer des effets de fragilité physique à de mauvaises causes. Doppel ne le dit pas, mais cet état de confusion dont la société japonaise ne se départ pas depuis l'épisode tragique de la défaite, porte depuis longtemps un nom, la radiophobie, et s'identifie par une liste de symptômes physiques. Transpiration, tremblement, bouffée de chaleur ou frisson, essoufflement ou difficulté à respirer, sensation d'étouffement, tachycardie,
nausées, sensation de papillons dans l'estomac, maux de tête et étourdissement, engourdissement ou fourmillement, bourdonnement d'oreilles, confusion ou désorientation. Des symptômes physiques, donc, autant que psychologiques, peur de perdre le contrôle, peur de s'évanouir, sentiment de terreur, peur de mourir, culpabilité et honte, sentiment de tristesse et de désespoir, colère, irritabilité ou saute d'humeur, anxiété et peur, confusion. Fracture du concept de rationalité. La radiophobie, c'est ça, fracture du concept de rationalité. En poursuivant mes recherches, dans les années qui suivent cette rencontre, en fait, je prends connaissance de 2 documents datés tous 2 des années 50, auxquels, comme je l'ai dit, on doit, je crois, la forme de vie telle qu'elle se réagence après la catastrophe de 2011. Et c'est de l'un de ces rapports dont j'aimerais vous parler. Le premier document porte sur l'organisation d'un territoire après qu'il ait été affecté par un accident dans une centrale nucléaire civile, intitulé WASH 740, autrement connu sous le nom de rapport Brookhaven. Il est publié par la Commission de l'énergie atomique des États-Unis en mars 1957. Le second, dont je ne vais pas avoir le temps de parler, je pense, aujourd'hui, a trait quant à lui aux, je cite, « questions de santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins spécifiques ». Il est publié par l'Organisation mondiale de la santé en 1958. Ce second rapport cherche à évaluer, et j'aime beaucoup l'expression, l'épreuve imposée à la personnalité par l'avènement de l'énergie atomique. Et c'est lui qui va amorcer, il va poser en réalité ce qui servira de base à l'idée que ce qui est le plus dommageable dans de faibles doses de radioactivité, c'est souvent l'idée qu'on s'en fait. Ces 2 rapports sont très connus et il y est fait référence dans la plupart des ouvrages qui portent sur le nucléaire civil. Mais pour comprendre les mécanismes et saisir la portée de cette rhétorique, si vous voulez, moi, j'ai eu besoin de ralentir énormément à leur lecture et de travailler une écriture qui serait susceptible de donner à la langue telle qu'elle s'exerce dans ces rapports sa pleine valeur. Et donc, je voudrais vous lire un morceau de ce rapport, retravaillé par moi, destiné à faire comprendre que les modes de gestion d'une catastrophe nucléaire civile commencent en fait par une fiction. Et l'idée est de comprendre quels sont les ressorts de cette fiction. L'objectif explicite du rapport Brookhaven était, je cite, « de réfléchir aux possibilités et conséquences probables d'un accident nucléaire majeur ». C'est le titre du rapport. « Possibilités et conséquences probables d'un accident nucléaire majeur ». En même temps donc que s'acquérait depuis Hiroshima et des structures de recherche comme le RERF, ABCC, un savoir sur ce que fait une bombe nucléaire à des habitations, ce que ça fait à une ville, des corps, des organes de corps, s'évaluaient pour la première fois les dommages causés par un accident nucléaire civil. 1957, date de ce rapport, on est 3 années après l'opération Atoms for Peace, lancée par le président Eisenhower. On est en plein dans cette période après-guerre qui, selon l'historienne des sciences Soraya Boudia, voit le dossier des effets pathogènes de la radioactivité connaître une redéfinition de fond et passer d'une question d'hygiène professionnelle à un problème de danger collectif. C'est la première fois que sont formulées des liaisons entre radioactivité et santé publique. Programme nucléaire militaire et programme nucléaire militaire et programme nucléaire civil sont développés à cette époque tous azimuts et commencent à interroger dans leurs effets cumulés la communauté civile. En 1957, on est aussi 3 années après que le 1er mars 1954,
Le déplacement d'un nuage radioactif généré par l'essai d'une bombe H, 700 fois plus puissante que celle d'Hiroshima, entraîne la contamination d'un territoire de plusieurs milliers de kilomètres carrés et surtout celle de plusieurs pêcheurs japonais qui se trouvent à 160 km du lieu d'essai, soit en dehors de la zone de sécurité. Suivant Soraya Boudia toujours, cet événement, cette contamination qui vaut la mort de plusieurs personnes, montre clairement que, contrairement au discours, les promoteurs des essais atomiques ne maîtrisent pas tous les paramètres, aucune surprise depuis qu'on a entendu Benoît, et à partir de ce moment-là, écrit Soraya Boudia, de nombreuses inquiétudes s'expriment publiquement et deviennent un sujet de préoccupation pour les politiques. Ce qui devient un sujet de préoccupation politique, c'est donc l'inquiétude des sociétés civiles. Et c'est donc dans un tel contexte que les experts américains sont réunis pour la rédaction de ce rapport Brookhaven, et ils commencent à réfléchir au mode de gestion propre à un accident nucléaire civil. Et c'est aussi dans un tel contexte que débute ce qui prendra plus tard la forme d'une controverse sur les faibles doses. Ce document est conçu dans une logique d'optimisation. Il s'agissait d'évaluer, mais surtout de limiter les évacuations et les compensations des dommages causés par l'accident. Ce rapport, produit donc dans le cadre du programme Atoms for Peace, est intitulé « Possibilités et conséquences théoriques des accidents majeurs dans les grandes centrales nucléaires ». Il est sous-titré, parce qu'il vaut toujours mieux anticiper les quiproquos, « Étude des conséquences possibles si certains accidents hypothétiques, théoriquement possibles mais hautement improbables, se produisaient dans les grandes centrales nucléaires. » Théoriquement donc possible, mais hautement improbable. J'invente rien. Il est le fait d'une assemblée donc de scientifiques et d'ingénieurs du Brookhaven National Laboratory, épaulés par un autre groupe d'experts officiant comme comité de pilotage. En plus d'être inédite, cette étude pourrait servir, dit-il, est-il dit en introduction du rapport, aux autres industries. Nous nous risquons à dire, disent les experts, que si une étude similaire était réalisée pour certaines autres industries, en laissant le même libre cours à l'imagination, nous serions surpris d'apprendre quelles pourraient être les conséquences d'accidents catastrophiques majeurs concevables dans ces autres industries par rapport à l'expérience réelle de ces industries. J'espère ne pas vous avoir perdu déjà, parce que ça va durer quelques pages. Le rapport fonde donc la lignée d'études d'impact en pagaille qui bénéficieront toutes de la même liberté d'imagination, travail spéculatif donc, puisque au moment où il est rédigé, aucune centrale nucléaire civile n'est opérationnelle. Dans la partie introductive, différents points importants sont énumérés. Nous sommes heureux d'annoncer que les experts sont tous d'accord pour dire que les chances que des accidents majeurs puissent se produire sont extrêmement faibles. Ça n'a pas été facile, mentionne le rapporteur. Il y a heureusement eu peu d'expériences d'accidents de réacteurs sur lesquels baser des estimations. À cette époque, les seuls réacteurs qui existent sont des réacteurs dans des laboratoires. Les réacteurs nucléaires sont exploités depuis le 2 décembre 1942 avec un bilan de sécurité bien meilleur que celui de l'industrie la plus sûre. Non seulement cela, mais aucune autre étude de ce genre n'avait été produite dans un autre cadre industriel. Et donc, si on donne crédit à cette information, cela signifie qu'avec ce rapport, on assiste à la mise en place d'une pensée de l'anticipation par scénario, des conséquences indésirables, heureusement hautement improbables, des différentes formes de progrès techniques. Sa particularité est qu'elle ne peut avoir recours à aucun modèle empirique, je le redis, pas d'accident précédent, pas même d'accident comparable dans d'autres industries à l'époque. Rien, donc, ne semble amarrer le calcul d'impact à la réalité, l'expérience du nucléaire militaire de la bombe ne relevant pas du même ordre, comme on va être très vite convaincu à la suite de la lettre. Dans la première phrase de l'introduction du rapport, les experts se chargent de faire de cette comparaison entre bombe
bombes nucléaires militaires et nucléaires civiles, une simple vue de l'esprit. Ils écrivent: on pourrait supposer, puisque le combustible essentiel d'un réacteur nucléaire est le même que celui des bombes atomiques, qu'un dysfonctionnement grave des réacteurs nucléaires pourrait inévitablement conduire à une explosion dévastatrice comme celle produite par les bombes A. Tel n'est pas le cas. Point final. Donc l'exercice du rapport Brookhaven prend la forme d'un jeu gratuit destiné à tirer les fils de l'existence et surtout à observer ce que produirait leur combinaison. On assiste, je crois, dans ce rapport, au début d'une pensée de l'enchevêtrement. Très belle phrase aussi. Seules des combinaisons hautement improbables de défaillances mécaniques et humaines pourraient entraîner des rejets de produits de fission de l'installation. L'énoncé, évidemment, donne presque envie de sourire. Tant de fois qu'un manquement mécanique et qu'un manquement humain ne puissent venir à se combiner. Le scénario à partir duquel les conséquences vont être mesurées est conçu sur un certain nombre d'hypothèses qui vont donner la base à la fiction. Un réacteur thermique de 500 000 kW, en fonctionnement depuis plus de 180 jours, situé typiquement à proximité d'un plan d'eau, très probablement une rivière, et à environ 30 miles d'une grande ville. Typiquement aussi, il est considéré que le réacteur est situé dans un endroit où la densité de population est très basse. À partir de ce cadre typique, le rapport envisage des accidents de différents types, au nombre de 3, pour chacun desquels il faut encore faire une estimation théorique des dommages corporels et de la contamination des sols en fonction de la distance. Je cite encore, dans des combinaisons défavorables des conditions envisagées, on a estimé que des personnes pourraient être tuées à des distances allant jusqu'à 15 miles et blessées à des distances d'environ 45 miles. La contamination des sols pourrait s'étendre sur de plus grandes distances. Parmi les experts, il est mentionné que certains ont considéré les probabilités d'un accident majeur si faibles qu'ils ont refusé de se prononcer sur un chiffre, tandis que d'autres se sont risqués à estimer que la probabilité d'accident de réacteur ayant des effets majeurs sur le public allait d'une chance sur 100 000 à une chance sur 1 billion par an pour chaque grand réacteur. La divergence entre les experts, cependant, se fond dans la croyance, je prends les termes du rapport, la croyance unanimement partagée que l'un dans l'autre, les chances d'un accident majeur sont extrêmement faibles. Cette croyance est par ailleurs fondée sur 4 points qui ont trait, pour le premier, au fait que, je cite, « l'industrie et le gouvernement sont déterminés à maintenir la sécurité et à protéger la santé et les biens du public contre le risque nucléaire. » Pour le deuxième, au fait que le défi majeur que représente cette nouvelle industrie a attiré des hommes compétents et énergiques, je cite encore, pour assurer la sécurité de la conception et de l'exploitation. Pour le troisième point, au fait, donc cette croyance forte avec laquelle travaillent les experts, cette troisième croyance est liée au fait que des efforts de plusieurs millions de dollars en matière de recherche et de développement tant public que privé ont été consacrés à l'identification et à la résolution des problèmes de sécurité. Enfin, quatrième point, au fait que le coût pour l'industrie et le gouvernement d'un accident de réacteur, même de nature mineure, serait très élevé, beaucoup plus élevé que pour les accidents dans d'autres industries. L'intérêt personnel ainsi que l'intérêt public imposent donc d'éviter les accidents. On est tous tout à fait rassurés. Dans son détail, le rapport dresse honnêtement, dit-il, la liste des facteurs positifs et négatifs présidant à la possibilité ou non d'un accident. Au compte des facteurs négatifs, il est par exemple noté, en place 1 et 2 de la liste, que de nombreux systèmes de réacteurs fonctionneront sous des pressions élevées et que les systèmes à haute pression sont parfois sujets à des défaillances.
Il est aussi stipulé que l'effet cumulatif des rayonnements sur les propriétés physiques et chimiques des matériaux, après de longues périodes, est largement inconnu et qu'une défaillance grave peut éventuellement se produire. À ces facteurs négatifs, qui sont quand même un peu de taille, s'ajoute que les interactions entre différents métaux, comme l'uranium, l'aluminium ou le zirconium, et l'eau, sont encore très mal appréciées. Ou qu'après lancement, plusieurs des composants vitaux deviennent inaccessibles pour l'inspection. Ou plus largement et trivialement, qu'il reste beaucoup à apprendre sur les caractéristiques et le comportement du système nucléaire. Ça fait quand même pas mal de points négatifs. Mais la rationalité semble imparable. Je cite, « La probabilité que des accidents de réacteurs aient des risques pour la population peut être considérée comme une séquence d'événements, chacun d'entre ces événements étant une condition préalable à la situation découlant des événements suivants, et chacun ayant une probabilité d'occurrence plus faible que celui qui a précédé. » Les estimations numériques présentées ici constituent, disent les experts, une tentative d'exprimer en termes numériques le degré de conviction de certains de nos conseillers quant à l'éloignement des possibilités d'occurrence des divers accidents décrits. Il convient de souligner, disent encore les experts, que ces chiffres n'ont aucune base démontrable dans les faits, donc on est bien dans le registre de la fiction, et n'ont aucune validité d'application au-delà du reflet de leur degré de confiance dans la faible probabilité d'occurrence de ces accidents de réacteurs. C'est quand même une littérature qui est prodigieuse d'équivocité et c'est sans fin. Moi, je n'arrive plus à décoller de cette lecture. Il est écrit, par exemple, « Puisqu'il existe une protection contre des accidents dits réalistes, le public ne subira aucune forme de dommage à moins que des accidents incroyables ne se produisent. Il faut reconnaître bien sûr que des erreurs de jugement peuvent être commises qui pourraient avoir pour conséquence la survenue de ce que l'on croyait être un accident incroyable. Néanmoins, l'exécution cohérente et rigoureuse des procédures pour chaque réacteur justifie un degré considérable de confiance dans le fait que des garanties contre les accidents graves ont été incorporées et que les probabilités de tels événements sont faibles. Plus loin, le rapport stipule, en supposant qu'un rejet se soit produit, malgré tout ça, il faudrait prendre en considération les conditions météorologiques existantes et d'autres facteurs qui pourraient influencer la vitesse et le modèle de distribution des matériaux rejetés. Là, on rentre dans la simulation proprement dite. Les experts reconnaissent qu'il existe de nombreuses variables qui pourraient se combiner dans une variété presque infinie de situations. Pour les besoins de l'exercice, certaines variables météorologiques ont été retenues par les experts. Ils considèrent si le temps est sec ou humide, si l'accident a lieu le jour ou bien la nuit. Ils considèrent la vitesse du vent, la présence de nuages et leur hauteur, la température de l'air. Mais ils pondèrent. Il convient de noter ici que l'on sait très peu de choses, on est en 57, sur les détails de la distribution atmosphérique, même si les caractéristiques des matériaux considérés, les nombreux facteurs environnementaux impliqués, peuvent être énoncés avec une grande confiance. Néanmoins, l'utilisation de ces valeurs moyennes approximatives donne des indications générales, raisonnablement fiables, sur les résultats à attendre dans une grande majorité de situations possibles. Une autre annexe détaille les effets du rejet de produits de fission sur l'homme et l'utilisation des terres. Les effets sur l'homme sont rangés en 4 catégories. La catégorie D représentant moins que la dose d'urgence acceptable. Tout ça est un vocabulaire qui sera repris des décennies et des décennies plus tard. Et dans la catégorie A, on est au-delà de 450 rem. Et dans cette catégorie, on comprendrait un pourcentage élevé de décès.
Quant au problème du dépôt sur les terres, 5 situations sont possibles. Dans la première, désignée comme la gamme 1, on a une évacuation urgente, c'est-à-dire dans les 12 heures, qui serait impérative. Vient ensuite la catégorie 2, où l'évacuation est nécessaire, mais on dispose de plus de temps pour se préparer, etc. Dans la gamme 4, la contamination nécessiterait probablement la destruction des cultures sur pied et des restrictions en matière d'agriculture. Et enfin, les niveaux de contamination de la gamme 5, bien qu'encore facilement détectables, ne nécessiteraient aucune restriction et par conséquent n'entraîneraient aucune dépense autre que le coût de surveillance radiologique. Alors ces situations-là, moi, vont beaucoup m'intéresser au moment où je réalise mon terrain dans la région de Fukushima, puisque dans la ville où je vais faire l'essentiel de mon enquête, on est à une 50aine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi et les gens n'ont pas été déplacés, alors que pour une distance équivalente, à d'autres endroits, des gens ont été déplacés. Mais là, il a été dit, il a été diagnostiqué que la topographie a été favorable à cette ville de Towa et que donc la population serait en deçà des seuils critiques. Et donc l'enjeu pour ces populations a été d'apprendre à vivre avec de faibles doses de radioactivité. Et donc les questions de zonage sont essentielles et à Towa, on serait donc globalement entre les zones 4 et 5 que nous trouverions. Et dans la description du rapport, je trouve des choses qui vont être effectivement appliquées dans cette ville-là. Dans cette zone, donc, les cultures ont bel et bien dû être détruites pour certaines, au moins la première année. Pour d'autres, les 2 ou 3 premières années. Et certaines ont dû être totalement abandonnées, comme celle des champignons, shiitake, jusqu'alors prolifiques dans les sous-bois et qui jouxtaient les habitations, puis qui étaient appréciées, dont la collecte était appréciée de tout à chacun et chacune. Plusieurs années après la catastrophe de Fukushima, les niveaux de contamination sont encore détectables en plusieurs endroits et en certains moments, et la présence de cette radioactivité a conduit les habitants, les agriculteurs au premier chef, à déployer des techniques pour s'assurer de la consistance à chaque endroit et de chaque moment T de leur lieu de vie. Autrement dit, la vie dans cette zone de faible radioactivité consiste essentiellement à requalifier la totalité des existants et à requalifier les liens qui nous lient à ces existants. Je n'ai pas trop regardé l'heure, je suppose que je ne peux pas aller vous dire tout, mais il y a tout un volet qui reprend de manière assez précise la qualification de ce que c'est qu'un nuage, de la manière dont il passe, dont il peut affecter des situations humaines. Il est par exemple écrit que pour estimer l'exposition reçue par une personne exposée au nuage radioactif d'un accident de réacteur, on suppose, pour des commodités de calcul, que la personne est immergée dans un nuage de dimension pratiquement infinie. Est également fait l'hypothèse que le passage du nuage dure plus de quelques secondes afin, je cite, que le sujet prenne suffisamment de respiration pour que son air alvéolaire soit en équilibre avec l'environnement. Mêlé donc à tous les éléments entrant dans la computation, il a fallu considérer pour les experts le temps requis pour que l'air alvéolaire d'une personne soit en équilibre avec son environnement. Voie respiratoire, trachée, bronche primaire, bronche secondaire, bronche tertiaire, puis passage dans les alvéoles, puis compter quelques heures pour atteindre le sang via veines et artères pulmonaires. Un peu plus de quelques secondes, donc, chez un homme standard, c'est calculé ainsi, qui est supposé avoir un volume respiratoire de 20 litres par minute au travail et de 10 litres au repos ou lors d'une activité légère. Et il est supposé être au travail 8 heures par jour, soit un tiers du temps. Après, suivent des calculs compliqués, parce qu'évidemment, tous ces paramètres sont très compliqués. Ça dépend beaucoup si vous êtes un travailleur dehors ou dans un bureau. Si vous êtes agriculteur, le temps de contamination va être beaucoup plus rapide.
Il est évident que l'irradiation gamma externe du corps entier serait importante à des niveaux de contamination suffisamment élevés et que même à de faibles niveaux, des problèmes se poseraient dans l'agriculture, en particulier dans l'élevage laitier. On ne peut pas dire grand-chose, en revanche, dit le rapport, de la situation intermédiaire. Donc c'est soit très très contaminé, soit pas trop trop contaminé, mais au milieu, on ne sait pas, disent les experts, dans quelle mesure, par exemple, les poussières déposées dans le paysage se retrouveraient dans les aliments et l'eau. Donc on bute un peu sur la question écologique quand elle se frotte à la contamination. Impossible de décalquer simplement les analyses depuis un homme standard jusqu'à un groupe de personnes vivant sur un territoire. Ça, c'est très difficile. Le rapport bute également sur cette dimension. Il fait des estimations, mais ces estimations ne peuvent avoir lieu qu'en considérant, par exemple, que la plupart des personnes ne passent pas leur temps dehors et que leur habitat ou leur lieu de travail aura un effet protecteur. Mais, disent les experts, la chose est impossible à déporter, donc sur le cas des travailleurs à l'extérieur. Ce type de scénario-là, je le retrouve, moi, au moment de la catastrophe de Fukushima, aussi à un moment où je fais une enquête auprès du grand collisionneur de particules du CERN, à la frontière franco-suisse, où des gens sont à cet endroit-là, des ingénieurs du CERN, sont occupés à calculer chaque année, à faire des prélèvements dans l'eau, dans l'air, etc. Et établissent des scénarios. Et un des scénarios que j'avais un peu suivi, ils appelaient ça le scénario de la ferme folle. De la ferme folle. C'était le worst case scénario, le scénario du pire. Et dans le scénario du pire, donc là, ça veut dire vous poussez les paramètres à leur extrémité. Vous imaginez une famille qui vit dans une ferme, un enfant qui ne va pas à l'école, qui est grandi dehors, qui ne mange que des carottes qui viennent de son jardin, qui ne boit que l'eau de la rivière, qui se baigne dans la rivière, etc. Et là, vous avez tous les paramètres pour avoir l'approximation la plus haute du degré de contamination. Autrement dit, il vaut mieux habiter en ville et travailler dans un bureau que être à la campagne. Je vais passer parce que c'est infini. Juste peut-être pour finir, dire que ce rapport n'a pas connu tellement de publicité médiatique au moment de sa parution, ou du moins j'en ai pas trouvé trace, mais il a eu un impact très important au cours des décennies suivantes sur les industriels et sur la gestion et la calibration des événements malencontreux en contexte industriel. Le Congrès américain vota immédiatement en octobre 1957 une loi, le Price-Anderson Act, qui, je cite, limitait à un niveau ridiculement faible la responsabilité civile des exploitants en cas de catastrophe nucléaire, sur la base de ce rapport. Et cette loi américaine, donc là on est aussi dans l'actualité que tu évoquais tout à l'heure, Laurence, cette loi américaine, c'est un moment fort où le Congrès américain se donne tout pouvoir pour minimiser les conséquences d'une catastrophe nucléaire. Et cette loi américaine a servi ensuite de modèle en Europe à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, qui a été signée par de nombreux pays européens. Et quant à moi, donc, je garde de ce rapport que c'est la première fois qu'on tente de mesurer le coût d'un accident nucléaire sur la base d'une fiction et qu'on tente d'évaluer ce à quoi on doit être prêt. Les services de sécurité civile sont mis à contribution, vont lire ce rapport et établir le paramétrage les zones d'évacuation, etc., en fonction des données de ce rapport. Ces services de sécurité civile, et à ces services de sécurité civile, il va leur être demandé d'intégrer cette nouvelle possibilité au nombre de celles avec lesquelles déjà ils devaient faire, et donc de consultatif, d'imaginatif, de spéculatif, les énoncés contenus dans le rapport Brookhaven deviennent prescriptifs. C'est sur la base de cette fiction qu'on va déterminer que
les centrales, toutes les centrales civiles ensuite vont être construites à près d'un point d'eau, à tant de kilomètres d'une grande ville, etc., etc. Ils deviennent prescriptifs, ces énoncés, au moment où une catastrophe bel et bien survient. Et ça confronte évidemment aux limites de la rationalité algorithmique. Donc ce rapport-là, comme celui dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, comme probablement beaucoup d'autres, en fait, m'intéressent dans leur facture littéraire, on peut dire, parce qu'en en fait, ils posent très fortement, c'est comme des lames de fond très puissantes qui vont servir de calibrage pour les décennies, dans les décennies suivantes. Ces rapports d'expertise, ils défont la possibilité de penser ensemble nucléaire civil et nucléaire militaire. Donc, du point de vue de la recherche, aussi appréhender tel que l'a fait Benoît, effectivement, la manière dont il disait qu'il y avait des communautés épistémiques très, très séparées, je pense que les choses ont été pensées aussi, posées d'une certaine façon, conçues pour que les communautés épistémiques, notamment des gens qui travaillent sur le nucléaire militaire civil, le militaire et le civil ne puissent pas ne se côtoient pas d'une certaine façon. Et puis ces rapports posent une série de disjonctions, par exemple le fait qu'on puisse déporter sur la psychologie des sujets les effets imputables à la radioactivité, tout ce qui fait la base de la radiophobie dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou qu'il s'agisse de commensurer de la contamination industrielle sur un phénomène naturel, c'est-à-dire très souvent c'est quelque chose qu'on entend aussi très fortement, c'est-à-dire que pour des faibles doses, en fait, il faut la comparer à ce dans quoi déjà on baigne, c'est-à-dire le bruit de fond radiologique qui est celui de nos environnements. Et donc tout ça est d'une certaine façon déjà à l'œuvre dans ce type de rapport. Voilà. Je vous remercie.